Vas-y, Martin. Allez, c'est parti. Jetpack Compose, une petite slide pour dire que vous pouvez télécharger les slides. Et on commence direct par cette citation de Chet Haas qui nous explique que API Design is building future regret. Donc l'équipe Android a visiblement beaucoup de regrets avec son API, son framework d'interface graphique, qui est là depuis maintenant 11 ans. Donc il a bien fait le job quand même, mais ils avaient envie de faire quelque chose d'un peu plus frais. Les regrets, un des gros problèmes aujourd'hui du framework Android, c'est que vous voulez faire un patch, vous êtes obligé d'attendre que le nouvel OS soit déployé sur 80-90% des devices. Quand vous écrivez votre UI, vous avez plusieurs fichiers dans lesquels vous intervenez. Vous avez votre layout XML, vous avez les couleurs, vous avez le code, la logique. Donc ça fait beaucoup d'endroits. Vous avez un code, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert Vue.java, c'est la plus belle classe du framework. 29 187, ça fait le café. Hein, vous avez tout ce qu'il faut dedans. Donc, ouais, pas ultra maintenable. Et en termes de perf, c'est pas ouf non plus, parce que chaque fois que vous allouez une vue juste pour faire un background coloré, bon ben voilà, vous allouez une classe qui fait 29 000 lignes. Des questions historiques. Il y en a qui savent pourquoi un spinner s'appelle un spinner? Ouais. Ouais, exactement. Sur le G1, en fait, vous aviez vraiment un vrai spinner. En fait, maintenant, tout le monde l'utilise comme une drop-down, donc le spinner a plus aucun sens. Moi, c'est vrai, j'ai vu ça, je fais, mais qu'est-ce que c'est, quoi. Et puis, un problème un peu plus fondamental qui est que pour gérer l'UI avec les layouts XML, il faut enregistrer des callbacks qui modifient un état propre au widget. Le cas typique, c'est si vous avez des progress bars. Vous pouvez setter la progress bar programmatiquement ou alors avec le touch. Donc du coup, vous vous retrouvez à avoir deux états qu'il faut synchroniser. C'est un peu pénible. Du coup, l'équipe Framework a agi. Sur le premier point, impossible de mettre à jour sans l'OS. Ils ont fait ça en bibliothèque Jetpack, donc maintenant c'est complètement décorrélé. Ça se met à jour en même temps que votre app. Deuxième point, beaucoup de fichiers à maintenir. Avec Jetpack Compose, vous pouvez tout faire en Kotlin directement dans un seul fichier. Ça promeut vraiment la composition, comme son nom l'indique. Donc, au lieu d'avoir une classe qui est énorme, vous allez composer vos widgets en faisant plein de petites classes. Ça arrivera à être complet. Donc, 11 ans plus tard, voilà, on n'aura plus à se traîner les spinners du début du G1 ou je ne sais pas quel téléphone. Et enfin, ça surfe un peu sur la mode des React et ça permet d'avoir un flot de données observable et unidirectionnel. Ça fait que ce que je vous parlais tout à l'heure, l'histoire de la progress bar, qui a deux états synchronisés, va plus arriver parce que vous avez directement un seul état qui est une seule source de vérité en fait. Et à partir de votre état, l'interface graphique va être affichée. Les principes, donc, ils n'ont aucun complexe, ça s'inspire des meilleurs, donc React, Vue, Lito, Flutter. J'ai pas mis Swift UI parce que je sais pas. Kotlin First, bien sûr, tout est fait avec le tooling IntelliJ. Donc vous pouvez mettre des breakpoints dans votre code d'interface, vous avez le refactoring, tout ça marche directement. Avec la communauté, c'est pour ça qu'ils en ont parlé très très tôt, c'est que ils ont besoin de votre feedback. Donc si vous avez des idées, si vous avez des bugs, vous pouvez rentrer des bugs. Il y a un Slack qui est très actif où vous pouvez donner du feedback. Et après, j'ai mis dans les principes que c'est expérimental parce que le corollaire de ça, c'est que c'est quand même très 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 expérimental. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont un peu voilà, olé olé. Alors directement un petit exemple. Avant de rentrer dans les détails, on va faire l'exemple de l'application compteur. C'est le truc classique de toutes les apps React ou réactives. Donc voilà, un petit bouton. Et quand on va cliquer sur le bouton, ça va mettre à jour l'édit texte qui est ici. Le premier truc à penser, c'est que pour faire du Compose, il vous faut un Android Studio spécial, parce qu'il vous faut un compilateur Kotlin spécial. Donc il vous faut télécharger un gros bout de code qui est open source, donc ça c'est cool. Mais vous ne pouvez pas utiliser votre Android Studio le même que vous utilisez d'habitude. Donc je passe pas sur toutes les lignes. C'est assez classique, c'est assez bien expliqué en ligne. En gros, tout est hosté dans le projet AOSP. Vous téléchargez tout, il y en a pour quelques centaines de mégaoctets et gigaoctets. Et la dernière ligne ici,
vous démarrez votre Android Studio Custom. Et ensuite, on vient le cœur voilà, de ce qu'on veut faire. Donc, un seul fichier, Kotlin, où vous définissez votre interface graphique et votre logique, avec un point d'entrée. Vous voyez ici la petite annotation composable que le compilateur va reconnaître et générer tout le code réactif, en fait. Donc, ceci, c'est notre point d'entrée. Crane Wrapper, c'est en hommage à une crane qui est une grue en anglais, qui est l'idée de sortir un peu toutes les vues du framework et de les débundler, donc de les mettre à côté. Donc c'est en hommage à ça. Je ne sais pas si ça va rester très longtemps, mais c'est en gros un bridge entre les views classiques et les composables. Et ensuite un wrapper material pour utiliser tous les widgets matériels. Dans votre activité, au lieu de faire set content view avec une view, vous utilisez set content avec ici une lambda qui va appeler directement notre point d'entrée d'avant qui est la fonction composable. Ça va jusque-là? Ouais. Et donc ensuite, pour vraiment afficher nos deux widgets qui sont le texte, voilà, et le bouton, vous faites juste une colonne. Si vous faites du Flutter, vous reconnaîtrez des petites choses. Une colonne avec deux widgets à l'intérieur. Et puis, voilà, vous avez votre première interface. Bon, voilà, le texte, il est là, hein, on le voit. Mais ça marche. Pour faire un peu de styling, on va mettre un padding. Donc, padding ici, avec directement 8 dp. Vous pouvez définir un style pour votre texte. Voilà, donc vous changez la taille ici. Là, c'est encore une fois un petit peu les rugosités du framework aujourd'hui. C'est que pour avoir des pixels à partir de dp, vous êtes obligé de passer par un effect qui s'appelle with density, qui est un peu spécial pour avoir accès à cette extension method ici. En vrai, le bug de ça, il y a un bug qui est ouvert, c'est que font size, ça devrait être passé directement en dp pour manipuler que des dp, mais bon, ils n'ont pas encore eu le temps de le faire. Et pareil pour le bouton, on peut customiser la couleur du texte ici. Donc une fois qu'on a fait tout ça, voilà, c'est un peu plus joli. Maintenant qu'on a nos deux widgets, on va vouloir les rendre réactifs, donc vraiment interagir avec nos widgets. Pour ça, on rajoute une propriété onClick ici, à l'objet bouton. Le truc un petit peu touchy ici, c'est que la valeur qu'on va updater est ici, le count. Et comme tout ce code-là, le colonne, etc., c'est exécuté à chaque fois que vous avez un rendu. En fait, chaque fois que vous faites un rendu, vous passez dans tout cet arbre de widget. Donc on ne peut pas se permettre de mettre une simple variable int en haut, sinon elle est réinitialisée à chaque fois. Donc on définit notre variable comme state, ce qui permet au compilateur, encore une fois c'est la magie du compilateur compose, de stocker l'état de cette variable dans l'arbre d'interface graphique. Et donc quand vous modifiez cette valeur ici, le compilateur sait, ou plutôt le runtime sait que la valeur a changé, et donc ça va automatiquement appeler à nouveau une phase de rendu qui va mettre à jour la valeur ici. Je vous fais pas la démo en live parce que en fait à chaque fois qu'il faut compiler, faire une petite modif, ça prend sur mon laptop 30, 35, 45 secondes, donc c'est un peu laborieux. Mais croyez-moi sur parole, ça marche. Et donc vous pouvez cliquer et vous avez ce qu'on disait tout à l'heure, unidirectional data flow, donc juste votre state qui est ici et de là découle tout votre arbre de widget. Je laisse la parole à Eyal qui va vous expliquer un peu plus en détail le projet. Oui, alors, merci pour la démo. Vous avez vu, 0 démo effect quand ça passe sur les slides. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va essayer de prendre un petit peu de recul, essayer de comprendre un petit peu où on en est en vrai avec ce projet. Et je vais vous spoiler tout de suite. Tout à l'heure, il y avait marqué expérimental en rouge et c'est pas pour rien. En gros, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Il y a un runtime qui fonctionne, celui qui permet de faire tourner et de faire le rendering des vues. Il y a le compilateur qui permet de transformer votre composable méthode en quelque chose qui va être compris par le runtime. Et puis il y a une API. L'API que vous avez vue, alors elle est loin d'être terminée, elle est très limitée, mais bon, pour l'instant elle fonctionne.
clairement, rien n'est prêt pour la prod. Et ça, ils le disent partout. D'ailleurs, le fait que vous ayez à télécharger un truc sur la OSP, que vous ayez à utiliser une version spécifique d'Android Studio avec toute la toolchain qui va avec, qui est très spécifique, notamment le compilateur Kotlin qu'ils utilisent, et un compilateur avec une API, un back-end expérimental, donc même aujourd'hui, c'est compliqué de l'utiliser de base. On est vraiment sur du ultra early stage et c'est relativement intéressant pour nous d'aller creuser là-dedans. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et ça va être très très simple, à peu près tout. À peu près tout et surtout dans l'UI Toolkit. Concrètement, l'accessibilité pour l'instant, il n'y en a aucune trace, en tout cas je n'en ai pas vu. Il y a une notion de style mais elle est encore très limitée. Il n'y a pas d'animation, pas de liste. On parlait de sauvegarde d'état, de la UI, etc. lorsqu'on va scroller dans une liste par exemple. Au changement de rotation d'écran, etc. Aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme qui nous permet de retourner dans des états similaires. Et puis, il y a des comportements non conformes. Alors, on pourrait vous faire les démos un peu plus tard, mais aujourd'hui, il y a une scroll. Il y a une scroll view, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais en gros, un conteneur qui permet de pouvoir faire du scrolling. Ben, ce truc-là, il n'y a aucune inertie aujourd'hui sur cet objet. Donc, on peut scroller, mais pas comme aujourd'hui. Et du coup, ce n'est pas fidèle à ce qu'on connaît. Donc, retenez bien ça. On en est loin. Enfin, ils en sont loin et on est loin de pouvoir l'utiliser. Mais ça reste un projet intéressant. Pourquoi? Parce que ça ouvre certaines promesses que les équipes ont faites. La première, c'est qu'il y aura une compatibilité avec le Layout Editor que vous connaissez, que l'outil de preview fonctionnera aussi, qu'il y aura des animations, qu'il y aura aussi une compatibilité avec les styles et les thèmes qu'on connaît aujourd'hui. Pas forcément exactement sous la même forme, mais en tout cas, c'est leur projet. Et aussi, ce qui a été annoncé, c'est une compatibilité avec Constraint Layout. Donc ça, ils l'ont juré en public. On pourra leur jeter des pierres. Ils ont aussi promis pas mal d'améliorations de performance à tous les niveaux, mais notamment sur un truc que je vais aborder à la fin. Et puis, forcément, il y a des promesses. Et il y a les fantasmes. Et les fantasmes, bah aujourd'hui, on a brainstormé un petit peu avec Martin, on s'est dit, allez, 4 trucs. Le premier, c'est faire du server-driven UI, donc pouvoir avoir les détails de son interface et l'agencement de son interface directement récupérés depuis le network. C'est possible aujourd'hui, mais avec ça, en mode déclaratif, c'est nettement plus simple. Pourquoi pas du cross-platform? Il y a quelques signes sur le fait que les renderers pourraient potentiellement être utilisé par d'autres plateformes. Alors là encore, pour le coup, c'est vraiment spéculatif. Et le troisième point, ça c'est un truc qu'on a vu aujourd'hui. Il y a 2 types de rules dans les outils de test qui permettent de faire le test de Compose, donc de sa UI, depuis un device Android ou depuis aussi le framework. Alors personnellement, je n'ai pas creusé voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui avec ces rules, mais ça pourrait être relativement intéressant s'il y avait des renderers spécifiques pour nos PC, de pouvoir faire des screenshots, ce genre de choses, directement depuis nos tests unitaires. Ça pourrait être cool. Et le dernier, pourquoi pas du hot reload. Je regarde là-bas. Mais ça, très concrètement, pour moi, c'est un grand fantasme. Donc, je dis que c'est selon Martin. C'est mon fantasme. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu du projet. On va essayer de voir un petit peu, et on a passé un petit peu de temps avec Martin, et essayer de comprendre ce qui s'était passé en fait. Parce que en fait, j'imagine qu'on n'est pas les seuls à avoir vu depuis un peu plus d'1 an ce lien qui traînait sur Twitter, il y a un projet qui s'appelle Compose, c'est un UI Toolkit, etc. Du coup, en fait, ce projet, il a une histoire. Et il commence par, c'est un projet technique assez standard, avec, on peut dire, 4 éléments principaux, 4 sous-projets. Le runtime, le plugin pour le compilateur Kotlin, un plugin pour Android Studio, ou alors c'est une modif d'Android Studio. Il me semble que c'est un plugin pour Android Studio qui permet, à mon avis au moins, alors personnellement je n'ai pas encore creusé, mais de faire en sorte que Android Studio utilise leur plugin avec le compilateur Kotlin expérimental, etc. Mais en tout cas, il y a un plugin Android Studio dans ce projet. Et bien évidemment, le UI Toolkit qui est lui-même un projet, c'est vraiment réécrire tout le framework qu'aujourd'hui on utilise au quotidien. Pardon. Si on observe un petit peu l'historique de ces projets, si on regarde comment ils ont évolué, il y a vraiment 2 groupes. Il y a le runtime et les plugins et le compilateur d'un côté, et puis il y a le UI Toolkit. Tous les deux sont 100% Kotlin, avec un peu plus de Kotlin pour le runtime qui a été développé from scratch, et le UI Toolkit qui essaye de prendre un existant, et je parlerai de l'existant juste un petit peu plus tard.
Il y a 3 contributeurs principaux, il y en a quelques autres pour le runtime et le compilateur, mais c'est vraiment 3 qui ont codé la majeure partie de la code base, et il a été démarré aux alentours de avril 2018. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans GitLab. Pour l'UI Toolkit, il y a nettement plus de contributeurs. Je pense qu'on est à une dizaine ou une vingtaine de ce que j'ai compté. Je pourrais vous montrer des stats un peu plus précis si vous voulez. Voilà. Et lui, il a été démarré quelques mois après uniquement. Je pense qu'ils avaient bootstrappé à l'époque le runtime pour pouvoir commencer ensuite le UI Toolkit et commencer déjà à jouer avec. Voilà. Et puis, quelques fun facts. Le premier, c'est que si vous regardez un petit peu l'évolution du nombre de fichiers, là c'est ce que vous avez sur cette courbe temps de projet, vous remarquez qu'un petit peu avant le mois de mai de cette année, il y a un drop énorme. Et en fait, c'est que juste avant la grande annonce et le gros spotlight qu'il était censé y avoir sur le projet, ils ont fait un gros nettoyage avec tous les pods qu'ils avaient fait, tous les trucs qu'ils n'avaient pas envie que les gens voient au premier abord. Ils les ont nettoyés. Voilà, un autre fun fact, et j'en ai un à qui ça va faire plaisir, c'est qu'en fait le bootstrap du framework et du UI Toolkit était un portage simple du projet en Dart, depuis Flutter. En gros, ils ont pris le framework de Flutter, ils l'ont porté en Kotlin, et ça leur a fait leur première base de logique. Alors, je rassure tous ces aficionados qui ne peuvent pas voir Flutter, ça a été supprimé en avril dernier, et du coup en avril dernier, ces traces-là ont disparu, pas forcément des logs. Je pense que c'est pas quelque chose qu'ils veulent cacher, d'ailleurs ils souffrent, c'est assez ouvertement dit le fait qu'il y ait une inspiration notamment de Flutter. Mais même au niveau du code, il y en a eu pendant un certain temps dans ce projet. Là encore, pour être tout à fait honnête, j'ai pas absolument creusé quel est l'état, pourquoi ils étaient utilisés, mais pour ceux qui ont fait du Flutter, il y avait notamment la notion de widget et la notion d'élément dans le framework à ce moment-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ok, et c'est la dernière partie de cette petite présentation sur Compose. On va essayer de regarder un petit peu sur le capot. Tout à l'heure, Martin vous montrait qu'en fait, on a une méthode qui va être appelée à chaque fois qu'on veut updater la vue. Et cette méthode, qu'est-ce qu'on attend? Une arborescence d'objets qui définissent notre interface. Un peu comme ce qu'on a aujourd'hui en XML, sauf qu'à chaque fois, on va devoir recréer. Et concrètement, à chaque appel de cette méthode, l'objectif, c'est de recréer entièrement cette hiérarchie. Et vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est complexe à gérer en termes de mémoire. Et du coup, il y aurait 2 choses à faire. La première, c'est réutiliser des objets existants et de réordonner potentiellement des objets qui sont les mêmes, qui auraient été bougés dans l'interface. Alors, quand vous entendez ça, vous dites, mais attendez, ça veut dire quoi? C'était censé être super simple, et en fait, ça devient un truc super compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que, concrètement, c'est le rôle du framework de faire tout ça. Et on n'attend pas ça des développeurs. Au final, on va vraiment rester, nous, dans une approche déclarative, et c'est le framework qui va faire toutes ces passes d'optimisation, dont je vais essayer de vous parler en quelques phrases, et sans vouloir saouler tout le monde, parce que c'est un sujet très intéressant, mais très complexe. Donc, très clairement, concrètement, il y a un très gros mot, la mémoisation positionnelle. Donc c'est un terme qui est utilisé par Leland Richardson, je crois. Donc l'un des 3 développeurs, un des core développeurs du runtime. C'est une méthode qui va permettre de faire du caching de fonctions. Donc en gros, on a une fonction qui est censée exécuter quelque chose, et si on se rend compte que cette méthode, elle est censée retourner un objet que nous, on aurait déjà caché, elle va pouvoir le faire. Et ça... donc ça, c'est la mémorisation standard. Et ça a été couplé avec un autre petit principe. Vous aurez plus de détails dans son article, où en gros, on optimise un petit peu cette mémorisation un peu standard avec une approche positionnelle, parce qu'on est censé parcourir l'arbre. Bref, c'est des termes qui sont bien définis, bien expliqués dans son article. N'hésitez pas à les creuser. Je ne vais clairement pas rentrer dans plus de détails. Un autre truc aussi s'appelle le grouping, où en gros, c'est... encore un wrapper, encore un layer de logique dans le traitement de l'API que vous allez utiliser, qui va permettre de reconnaître des objets qui auraient été bougés dans l'architecture, dans les hiérarchies de votre vue au final, et pour pouvoir réutiliser encore ces objets plutôt que d'en recréer de nouveau. Concrètement, ça va permettre d'éviter la recréation d'objets et conserver aussi, puisqu'on conserve les mêmes objets, on va conserver les data qu'ils avaient précédemment, et ça c'est très intéressant.
parce qu'on on sait qu'on a des problématiques où des objets peuvent être dans des états particuliers et on aimerait pouvoir les conserver. Et voilà, donc ça c'était pour vous donner un tout petit détail sur les vraies problématiques qu'il y a à développer cette librairie aujourd'hui, pour que nous, on puisse en profiter de manière la plus simple, la plus légère aussi pour nos applications possible. Si vous voulez creuser ce sujet, vous avez 7 liens qu'on vous a mis, et il me semble qu'il manque la vidéo de Google I.O. qui est aussi extrêmement intéressante. On la rajoutera, donc vous avez 8 liens avec les blog posts, vous avez un podcast de Android Backstage dessus, vous avez les différents readme de la OSP sur Compose, et il me semble... Ah oui, et un autre truc aussi qui est très intéressant, c'est que sur le Slack de Kotlin, donc du Kotlin Language, il y a un channel dédié à Compose avec l'équipe qui est là tout le temps, donc si vous voulez aller discuter avec eux, ils sont là pour ça, et vraiment il y a des discussions extrêmement ouvertes avec les core développeurs de cette librairie, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous inscrire, vous avez le lien d'inscription. Il y a Android Leaks aussi. Et il y a Android Leaks, oui, alors il est en projet, ils ne l'ont pas encore enregistré, mais Android Leaks fera un épisode aussi sur Jetpack Compose, ils en ont parlé, mais je pense qu'il va falloir attendre quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, c'est fini pour nous. Est-ce que vous avez des questions? On a une question là-bas. Voilà. J'ai vu, j'ai pas vu de test, parce que je suis pas très avec Apple, mais apparemment ils ont annoncé autre chose. Alors ils ont annoncé un truc qui marche. Ça fait une grosse différence. Mais un truc, alors là encore, on peut remettre en perspective un truc qui marche, mais dans la dernière version d'iOS. Donc en fait, on se retrouve j'extrapole un petit peu, mais à peu de choses près, on se retrouve à peu près dans la même, nous les développeurs Android, dans la même situation que les développeurs iOS, c'est-à-dire ils l'utiliseront pas avant un an. et nous, on l'utilisera pas avant un an, parce que peut-être que dans un an, ça commencera à sécher gentiment. Peut-être. Vous savez si c'est vraiment similaire? L'approche est la même. Javan pourra sûrement en dire plus, parce que lui connaît bien Swift UI. Oui. Donc ouais, voilà. L'approche est vraiment la même. En fait, il y a une véritable mouvance. C'est vrai que c'est une mode, mais c'est une mode qui peut être relativement intéressante parce qu'elle élimine pas mal de bugs. L'unidirectionnel dataflow, ce genre de choses. Et avoir des UI déclaratives. Voilà. Tout le monde a envie d'en faire maintenant, et il y a une petite synergie. De ce que j'avais vu, il y avait un des 2 ou 3 présentateurs à Google I.O. qui était un ex de React. Un core team React, apparemment. Oui, c'est la personne que je citais. C'est après les questions? Ah, faut que je répète la question, pardon. Le monsieur disait que, dans la core team de Compose, il y avait un ancien de l'équipe de React. Je ne sais pas s'il était exactement dans l'équipe de React, mais c'est la personne qui a écrit sur le sujet que j'ai essayé de vous faire toucher du doigt très gentiment à la fin. Oui, clairement. Et par contre, il a fait un autre article, et je ne sais pas si on l'a mis dans les liens, mais le lien, il y a un des articles qui pointe vers un autre article à lui, où il donne, je sais pas, peut-être une dizaine de vidéos vers des conférences centrées sur React, mais surtout sur l'approche déclarative, l'unidirectionnel dataflow et ce genre de choses, sur l'implémentation du framework UI de React. Donc là encore, ouais, clairement, à partir de nos slides, il y a plein de trucs pour creuser ça. Et il s'appelle l'élan de Richardson, je crois. Après, sur la question Apple, bosse dessus depuis 4 ans, je crois. Donc ils ont un peu d'avance. C'est aussi normal que ça marche un peu mieux. Il y a une autre question d'enfant. La réponse rapide, c'est oui. Parce qu'aujourd'hui, la manière... Alors après, les MVVM dans le milieu d'Android, il y en a plusieurs maintenant. Mais si on prend celui de Google avec Live Data, typiquement, de l'observation, des états qui nous arrivent, ou un gros état qui nous arrive, on transforme ça en une UI. Ça me paraît naturellement très compatible. Après, ça dépend des détails d'implémentation. Hein, mais la réponse rapide, je dirais, c'est oui. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Martin. Oui. Je m'y perds entre tous les MV quelque chose. Oui, c'est clair. J'aurais tendance à dire que oui. Mais clairement, ouais, c'est oui.
Faut qu'on déroule, c'est ça? On pourra... Ah, faut que je répète la question. Ça pose pas de problème d'avoir des wrappers à chaque fois. En fait, c'est vrai que pour vraiment que tu comprennes la problématique qui est derrière, les wrappers, c'est juste des méthodes. Et c'est vrai une approche, par exemple, l'un des trucs qu'ils ont appris des erreurs qu'ils ont fait dans le framework, c'est que plutôt que de surcharger une classe, il valait mieux faire de l'injection de méthodes. Et c'est précisément ce que tu vois quand on a... c'était quoi ton column, c'est ça? Quand on a column, accolade ouvrante, accolade fermante avec du code au milieu, en fait, column va juste appeler une lambda, et on lui passe en paramètre une lambda, et ça marche de cette manière. Et à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il faudrait que tu lises l'article pour voir, ce qui est fait, c'est pas de la création d'objets, c'est vraiment l'émission de signaux. Et ces signaux sont traités par les deux layers d'optimisation dont je vous ai parlé avant, pour permettre de créer au final une arborescence. Et donc en fait, nous, en tant qu'utilisateurs, on ne crée pas d'objets. Même si on en déclare, on n'en crée pas. Les objets sont vraiment créés plus tard à l'intérieur du framework. Juste. Oui, c'est exactement ça. Il y a vraiment une approche d'injecter des méthodes et d'arrêter de vouloir passer des objets, faire ce genre de choses. Voilà. J'imagine que ça ne marche pas avec les vues custom actuelles pour l'adaptation. Alors, sache qu'aujourd'hui... Ah oui, il faut que je répète la question, je suis désolé. Ça ne marche pas avec les views custom. En fait, aujourd'hui, dans les exemples, tu peux déjà utiliser une WebView. Donc la réponse est sûrement si, en fait, ça marche. Parce qu'ils ont déjà un wrapper qui leur permet de redraw en fait, une vue qui leur est donnée à l'intérieur d'une hiérarchie compose. Donc il y a un exemple qui affiche une WebView. Donc franchement, si on peut afficher une WebView qui est une sorte d'OS, on peut tout afficher. Vas-y, oui. En termes de style de code, du coup, ça remet quand même vachement en question nos habitudes et j'ai l'impression qu'on va être beaucoup moins comme ça et plus comme ça. On imbrique beaucoup en fait. Et est-ce que c'est pas chiant en fait? Alors la question c'est, en termes de style de code, est-ce que ça va pas être relou parce qu'on va avoir des indentations successives un peu embêtantes à gérer? Alors la réponse rapide c'est que vu que c'est de l'injection de méthode à chaque fois, en tout cas c'est ce qu'il montre dans l'exemple, là encore Martin peut-être tu vas vouloir compléter ce que je vais dire, mais tu as très facilement la possibilité de créer d'autres méthodes composable qui représentent des parties de ta UI et de splitter tout ça dans des classes à côté. Et là encore, c'est des trucs dont ils parlent dans leurs exemples. Voilà. Donc on va pouvoir faire un truc un peu plus plat en ayant une hiérarchie de classes derrière ou en dessous, tu vois, pourquoi pas dans le même fichier. Ça dépend des style guides de la team, quoi. Donc on arrête. Vous êtes beaucoup trop long. Merci, c'était cool.